Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Je vous laisse vous installer. Bienvenue à ces troisièmes rencontres de la RTE. Alors, c'est un cycle de conférences lancé à l'initiative de la chaire Terre ESS qui développe depuis des ans des travaux sur cette fameuse RTE, la responsabilité territoriale des entreprises. La chaire débute d'ailleurs un programme de recherche sur le sujet. Ces rencontres de la RTE donc, associent le média Place Éco, dont je suis l'une des journalistes, mais aussi Invest in Bordeaux, représenté ce soir par Marie-Laure Dufaux, la SNCF et Harmonie Mutuelle. Et puis ce soir, nous recevons un invité qui normalement est connu de tous, Benoît Hamon. Bonsoir. Merci d'avoir d'avoir répondu à notre invitation. Ce soir, ce sont des étudiantes du Master E6, Économie sociale, solidaire et innovation sociale, qui se glisseront dans la peau de journalistes pour vous interroger. Luce Valade, Léonie Tripoteau, Fleur Del Nom de Dieu, Jeanne Morel, Laura Salavert, qui va poser les questions pour Maxence Douberstein-Grigoriev, et puis Justine Lagarde. Il sera question d'économie sociale et solidaire. La loi relative à l'ESS fête cette année ses 10 ans. Nous verrons ensemble à quel nouveau défi est-on confronté, comment développer l'ESS. Mais avant cela, nous reviendrons, Benoît, sur votre engagement politique. Sans plus attendre, je cède la parole à Luce, qui va en quelques mots vous représenter à notre auditoire. Vous êtes un homme politique socialiste. Vous avez été président du mouvement des jeunes socialistes avant d'être député européen de 2004 à 2009, puis député de l'Assemblée nationale. Vous êtes ensuite rentré au gouvernement en tant que ministre délégué de l'ESS et vous êtes à l'origine de la loi qu'il a institutionnalisée en 2014, mais également de la loi sur la protection des consommateurs. Par la suite, vous vous êtes présenté à l'élection présidentielle de 2017 en tant que candidat du Parti socialiste. Vous êtes actuellement directeur général de Singa. Pour rappel, c'est une association qui œuvre pour l'inclusion de personnes réfugiées et migrantes. De plus, vous avez annoncé il y a quelques semaines votre candidature à la présidence de ESS France, organisme considéré comme la voie de référence de l'ESS. Et nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour nous parler des 10 ans de la loi Hamon. Merci, pardon. Oui. Et en quelques mots, qu'est-ce que l'ESS ? Donc, l'ESS, l'ESS rassemble un ensemble d'organisations, d'entreprises organisées sous forme de coopératives, mutuelles, associations ou même fondations, dont le fonctionnement interne et les activités sont fondées sur un principe de solidarité, de démocratie et d'utilité sociale. Et alors, avant de commencer aux questions plus sérieuses, on va dire, je crois que Léonie, tu as un quiz brise-glace. Exactement. Alors, donc c'est un jeu un peu comme Fast and Curious de Combini. Je ne sais pas si vous connaissez. Nous, on l'a appelé à toute vitesse avec les deux. Voilà. Parce qu'on adore les jeux de mots. Donc, le but, c'est de répondre le plus rapidement possible et de choisir la proposition qui vous plaît le plus parmi les deux propositions que je vais vous évoquer. Attention, qui vous plaît le plus. Mais attention, interdiction de développer. Voilà. Le but, c'est vraiment que ce soit très rapide, à toute vitesse. C'est parti, je commence. Pain au chocolat ou chocolatine ? Pain au chocolat, pain au chocolat. Non, mais ça ne se discute même pas, je trouve. Deuxième proposition, être ministre ou être CEO, c'est-à-dire directeur général. Ça dépend pour quoi faire, quoi. Ça n'a rien à voir. Donc, en ce moment, être CEO sans aucun problème. Je ne serai jamais ministre de ce gouvernement. Très bien. Ensuite, on a choisi deux de vos idoles, Michel Rocard ou votre chat Floquette ? Non, Floki. Floki. Ah oui, c'est pas pareil. Le boss de la case. Écoutez, il vit une belle vie à Trappes, Floki, mais Michel Rocard, c'est pas exactement pareil non plus. Mais là, en ce moment, pour caresser quelque chose, je préfère Floki, quoi. Ensuite, question suivante, revenu universel ou salaire à vie ? Revenu universel. Même si c'est
cette polémique avec le salaire à vie est, à mon avis, assez absurde. Ensuite, la chanson l'international ou la chanson Jaja. Bon, non, mais là, juste pour le principe, Jaja. Question suivante, être président d'ESS France ou être président de la France? Bah, non, président de la France, quoi, quand même, parce qu'on pourra faire beaucoup de choses pour l'ESS. Ok, question suivante, la Hollande ou les Pays-Bas? Les Pays-Bas. Ensuite, légaliser le cannabis ou légaliser l'euthanasie? En même temps, le cannabis thérapeutique, ça peut aider à partir tranquille, mais... oh non, mais là, ça n'a rien à voir, quand même. Vous pouvez avoir un joker si vous voulez. Ouais, non, mais je suis favorable depuis longtemps à l'euthanasie, donc l'euthanasie. Ok. Question suivante, les communs ou la commune? Mais c'est pareil, c'est pas correct. C'est comme être malade, avoir la grippe toute votre vie ou des araignées qui sortent du nez, quoi. Enfin, rien, ni l'un ni l'autre, quoi. Donc, non, la commune, la commune. Ok, merci. Question suivante, craquer pour un Queen Yaman ou craquer pour un kebab? En référence à... Les deux, à mon avis, ça se retrouve là. Donc, je mange plus souvent quand même de kebab que de Queen Yaman, honnêtement. Ok. Question suivante, plutôt consensus ou radicalité? Ah, là, c'est pas ce qui est marqué. Hein. Ah, ouais, j'en avais. François Ruffin ou François Hollande d'abord? Un peu tricky. Non, mais bon, j'aime bien Ruffin. Je trouve qu'il a des progrès à faire dans plusieurs domaines, mais c'est pas bon. Non, il a pas. Je vais pas dire le présenter comme ça. Je pense que s'il comprend que une aventure politique, c'est une aventure collective et donc démocratique, ce sera important. Je dis ça parce qu'il est inscrit dans l'avenir. C'est difficile de comparer Ruffin et Hollande parce que bon, je n'ai pas l'impression que François Hollande soit aujourd'hui positionné par rapport à 2027, là où Ruffin semble le faire. Ok. Du coup, la question suivante que j'ai pré-shot, consensus ou radicalité? Je pense que si on va aborder ces sujets-là, mais on a besoin de transformer radicalement notre modèle de développement si on veut éviter une catastrophe écologique et sociale. Donc, je ne crois pas que ça puisse se fabriquer par un consensus, des compromis sans doute, mais il n'y aura pas consensus, parce qu'il y a des gens qui vont y perdre dans cette affaire, et ceux qui vont y perdre sont ceux qui détiennent le pouvoir du monde dont on veut se séparer. Donc, dans le monde, donc je pense qu'il faut de la radicalité, ce qui ne veut pas dire de la brutalité, ce qui ne veut pas dire des formes de tyrannie, je pense que, mais il faut, oui, de la radicalité dans les changements à venir. Ok. Et très rapidement, responsabilité sociale des entreprises ou responsabilité territoriale des entreprises, vu que c'est le cycle de conférences. Si je dis RSE, je vais être mal. Non, mais bon, je pense qu'il faut de la responsabilité des entreprises au sens où, pardon, mais où on ne peut plus continuer à se développer en considérant que les impacts sociaux et écologiques de ces entreprises sont indifférents. Donc voilà, il faut les deux. Et deux dernières pour finir, utopique ou réaliste? Si vous deviez choisir. Vous connaissez cette phrase qui dit, c'est un élève qui s'adresse à son prof et qui dit, je comprends pas, quand je marche de 10 pas, l'utopie recule de 10 pas. Quand je marche de 100 pas, l'utopie recule de 100 pas. À quoi ça sert l'utopie, monsieur le professeur? Et le professeur lui dit, à marcher justement. L'utopie. Ok. Et du coup, 10 ans après la loi ESS, est-ce qu'on est bien avancé ou est-ce que tout reste à faire? Tout reste à faire. On a marché, mais tout reste à faire. Ouais, l'essentiel reste à faire, puisqu'on n'a pas réussi le changement d'échelle de l'ESS. D'accord, bah, c'est la conclusion. Merci beaucoup de vous être prêté au jeu. Eh ben, merci pour cette petite introduction. On va passer aux questions non pas plus sérieuses, plus longues peut-être. Luce, je te donne la parole pour la première partie, donc vos engagements politiques.
Exactement. Il semble que l'engagement associatif et politique ait toujours été une composante essentielle de votre vie, comme en témoigne votre implication précoce, mais très forte, au sein des jeunesses socialistes. Diriger Singa présente-t-il pour vous une manière de poursuivre cet engagement militant ? Indiscutablement, parce que le sujet, c'est l'inclusion des personnes réfugiées, que c'est sans doute une des lignes de clivage qui fracture le plus nos sociétés aujourd'hui, que l'engagement qui est le nôtre, celui des femmes et des hommes qui sont ou bénévoles ou engagés dans les communautés Singa ou salariés, est un engagement qui est d'abord dédié à l'inclusion. Ce qui est très frappant aujourd'hui, c'est la manière dont les nouveaux arrivants sont déshumanisés. Quand vous regardez le vocabulaire et le lexique qui est associé aux migrations, on parle de submersion migratoire, d'invasion migratoire, de front migratoire, c'est-à-dire des mots qui sont ou empruntés au lexique de la guerre ou au lexique des catastrophes. Et qui contribue, ce lexique-là, à déshumaniser les personnes, c'est-à-dire à les ranger derrière des nombres, derrière des cohortes, derrière des foules, et à ne pas regarder la réalité des individus, des personnes, de leurs espoirs, de leurs potentiels, de leurs chagrins, de leurs histoires singulières. Et ce que nous essayons de faire, nous, c'est de favoriser l'inclusion en nous intéressant aux personnes. Et donc c'est un engagement qui se fait dans un environnement que vous connaissez aussi bien que moi, qui est un environnement de plus en plus hostile aux migrations. Et pourtant, nous ne cessons de répéter, et cette évidence, c'est qu'il est aussi absurde de dire qu'on est pour les migrations que contre les migrations, puisque dans les faits, les migrations sont un fait. Comme il existe le ciel et les nuages et le soleil, vous n'êtes ni pour le ciel, ni pour ou contre le soleil. Ce sont des faits et les migrations existent depuis le début de l'humanité. La question qui se pose, c'est mobilise-t-on nos énergies à inclure ou à exclure ? Et selon ce choix qui doit être fait dans des sociétés démocratiques et qui doit être fait avec les arguments pour le faire, eh bien, selon ces choix, nous fabriquons des sociétés closes ou des sociétés ouvertes. Et nous militons chez Singa en faveur de sociétés ouvertes, avec la difficulté de le faire à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure des sociétés préfascistes, à l'heure où un gouvernement se rallie aux thèses de l'extrême droite au moment d'écrire une loi sur l'immigration et offre une victoire, je cite, idéologique à l'extrême droite sur ces questions-là. Donc c'est parfois vertigineux ce à quoi on assiste, mais je rappelle que ceux qui déshumanisent les nouveaux arrivants et les personnes migrantes sont d'abord obligés de se déshumaniser eux-mêmes pour ne pas voir dans un autre homme ou une autre femme un père, un égal. Et c'est ça que nous essayons de combattre, le fait que celles et ceux qui déshumanisent les migrations ont commencé par se déshumaniser eux-mêmes. Et on a là un travail qui est un travail dont vous voyez bien qu'il est long pour changer les narratifs sur les migrations, mais que nous faisons avec beaucoup d'engagement, d'énergie. Et moi, j'ai jamais cessé de penser que l'extrême droite, c'était le camp de ceux qui désespèrent d'eux-mêmes et désespèrent de notre nation. Il faut quand même être sacrément pétochard, pardon de parler comme ça, mais pour croire que la République n'est pas en capacité de partager son projet avec d'autres. Et c'est vraiment le camp de la défaite intellectuelle, de la défaite culturelle. Et ce camp-là est un camp aujourd'hui qui prospère, hein, je n'ignore pas, mais il a besoin de femmes et d'hommes qui, en dehors du champ partisan, s'engagent. Et c'est ce que je fais chez Singa et je suis très heureux de le faire. Alors on reviendra un peu plus tard sur cette question de l'extrême droite. Mais avant ça, Léonie, je crois que tu vas nous parler un petit peu de cette loi de 2014 de l'ESS. Voilà, en 2014, la loi qui porte votre nom définissait un périmètre du champ de l'ESS. Elle l'ouvrait aux sociétés commerciales respectant des principes particuliers, donc un but poursuivi autre que le seul partage des bénéfices, une gouvernance démocratique et la constitution de réserves statutaires impartageables. Est-ce que 10 ans après cette loi, cette définition qui a été posée, cette définition du périmètre vous semble toujours pertinente et toujours satisfaisante ? Bon, on peut changer, hein, mais l'idée c'était quoi ? C'est d'avoir une définition inclusive de l'ESS. Rien ne changera si on n'arrive pas à favoriser la conversion d'entreprises de l'économie conventionnelle
vers l'ESS, et si on ne permet pas le développement davantage d'entreprises de l'ESS, qu'elles soient des coopératives et dans la variété de ces statuts, que ce soit des entreprises sociales, que ce soit des associations employeurs, peu importe. Donc il faut davantage d'entreprises appartenant à ce qu'on appelle les familles statutaires de l'ESS et davantage d'entreprises qui se transforment. Et je vais même aller plus loin, davantage d'alliances et de coalitions entre des acteurs du privé lucratif et des acteurs du privé non lucratif. Si on veut que ça pivote avant qu'on se fracasse contre le mur des plus 2 degrés, plus 3 degrés ou plus 4 degrés, il faut bien mettre en œuvre des stratégies. Et je pense que la stratégie qui consisterait à mettre du barbelé autour des entreprises à l'ADN pur de l'économie sociale et solidaire, c'est pas mon projet. En tout cas, c'est pas ça qui me motive, et ce n'était pas l'objectif de la loi. Alors, est-ce qu'on a réussi à faire tout ça bien ? Non, mais en même temps, ça fait quand même... Moi, je suis parti en 2014, il y a eu d'autres gouvernements depuis, mais je garderai une définition qui serait une définition inclusive de l'ESS. Luce, tu veux justement rebondir sur ce sujet ? Oui, sur demande du gouvernement, le Conseil supérieur de l'ESS a écrit un rapport, sorte de bilan de la loi ESS. Ce conseil a déclaré que, je cite, « L'ambition de changement d'échelle de l'ESS affichée en 2014 ne s'est pas encore traduite dans les faits, faute de politique publique volontariste et de moyens à la hauteur d'une telle ambition. » Est-ce en quelque sorte un aveu d'échec ? Oui, pour les gouvernements qui n'ont pas mis en œuvre ces politiques publiques. C'est aussi bête que ça. Le CSESS est très clairvoyant. Il peut s'interroger sur pourquoi il n'y a pas de politique publique qui viennent soutenir ces formes entrepreneuriales. Bon, on a eu un échange juste avant, mais qu'est-ce qui fait que la norme en économie demeure un principe selon lequel le pouvoir dans l'entreprise est d'abord détenu par le capital seul comme source de légitimité pour diriger une entreprise. Qu'est-ce qui fait qu'en économie aujourd'hui, quand on entreprend, on entreprend en espérant vendre l'entreprise qu'on a créée un jour et faire une plus-value. Il y a fondamentalement à s'interroger aujourd'hui sur une culture économique dominante et la manière dont on peut contester à cette forme orthodoxe de penser l'économie la légitimité à incarner le mainstream dans l'entrepreneuriat, le mainstream dans l'économie. Et moi, je crois beaucoup aujourd'hui qu'il y a un enjeu crucial à ce que la recherche économique soit beaucoup plus hospitalière à la diversité, que les enseignements en économie s'inspirent justement de cette richesse, de la diversité des modèles entrepreneuriaux. Et tout ça ne se fera pas tant qu'on aura une domination d'un courant de l'économie sur tous les autres et qui fabrique la manière dont on pense l'économie. Je vais dire les choses tout simplement, mais lequel d'entre nous pense naturel et normal que la démocratie s'épanouisse dans l'entreprise ? On va dire oui, ce serait bien, mais en fait, est-ce que c'est un combat aujourd'hui ? Pas vraiment. La citoyenneté économique, ça n'est pas, vous le regardez dans même les partis de gauche, dans les syndicats, ça reste quelque chose qui reste peut-être un peu l'objet d'une réflexion, mais pas un combat. Or, c'était le combat de la gauche à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Et Jaurès disait, nous ne pouvons pas laisser la République aux portes de l'atelier, nous ne pouvons pas faire en sorte que le citoyen souverain dans la cité soit un serf, SERF, dans l'entreprise. La proie de tous les hasards. On reste quelque part au milieu du gué si on ne pense pas à la démocratisation de l'économie. Et il avait raison. Et dans les faits aujourd'hui, regardez-vous, vous êtes pleinement souverain dans la cité, dans l'entreprise, vous êtes lié par le contrat de travail, par un lien de subordination à votre employeur. Ça dit bien ce que ça veut dire, la subordination d'obéissance dans les faits. Et donc, ce lien d'obéissance vous dépossède de vos habits de citoyen dans l'ordre économique. Alors, disant cela, on peut... Mais moi, je souhaite qu'on reprenne le fil d'une histoire interrompue, qui est celle qu'on a laissée, on va dire, dans la première moitié du XXe siècle, dans
tout début du XXe siècle. Il y a là une histoire à reprendre. Et quand on réfléchit aujourd'hui au désenchantement démocratique, on réfléchit toujours, est-ce qu'on passe à la 6e République? Je suis pour. Comment on démocratise la cité? Il y a 1000 manières. Mais pourquoi s'interdit-on d'embrasser le champ de l'économie comme un moyen de démocratiser nos sociétés? Et je vous signale cette formidable enquête qu'avait faite la CGScope, qui réunit les SCOP, donc des entreprises dans lesquelles les salariés sociétaires ont partie prenante à la décision, à la délibération collective. Et ce qui était intéressant, c'est que la SCOP se sont rendus compte que parce que les salariés étaient associés à la décision, ils étaient aussi beaucoup plus doués pour le compromis et le dialogue dans la cité. Donc fabriquer aujourd'hui des espaces de délibération dans l'entreprise, c'est aussi fabriquer des antidotes dans la cité aux thèses autoritaires. Donc démocratiser l'économie, ça fait du bien aussi à la démocratie dans la cité, plutôt que seulement chercher dans le changement de république, les lois de décentralisation, les moyens de réenchanter le débat démocratique. C'est pas stupide de s'intéresser à la moitié de nos vies passées en entreprise, où finalement, pour beaucoup d'entre nous, beaucoup de salariés, la créativité, l'autonomie est niée. Et si on me nie ma créativité, si on me nie ma singularité, si on m'interdit l'autonomie, quelque part, si on me réifie dans l'ordre économique, eh bien je suis aussi potentiellement plus disponible pour des thèses qui me réifieront dans la cité. Et cette hypothèse-là, elle est intéressante parce que la CGScope montre le contraire, c'est que si on démocratise l'ordre économique, on contribue aussi à fabriquer des sociétés plus tempérantes, plus douées pour le compromis et le dialogue dans la cité. Donc moi, je crois beaucoup à cela. Et je crois que c'est un vrai champ de bataille pour les syndicats, pour les citoyens, pour la gauche si elle le veut, et puis tous ceux qui s'intéressent à l'avenir de nos démocraties. Je ne sais pas comment je suis arrivé là, mais... Mais on y est arrivé. Alors avant de passer à la deuxième partie de cette discussion, Léonie, tu as encore une ou deux questions? Oui, voilà, ça va reprendre ce que vous dites. Vous vous êtes présenté à l'élection face à Emmanuel Macron. Aujourd'hui, vous êtes dans l'opposition, comme le témoigne votre tribune du 12 dans le journal Le Monde, intitulée « Le gouvernement, en dépensant moins, cible ceux qui gagnent le moins ». Alors, est-ce que c'est la vocation de l'ESS d'être dans l'opposition? Et puisque vous citez aussi des acteurs de la gauche, est-ce que l'ESS doit-elle être de gauche? Bon, si toutes les personnes qui ne sont pas d'accord avec Emmanuel Macron sont dans l'opposition, ça fait beaucoup de monde dans l'opposition. Notez bien, je pense que c'est un peu ce qui se passe, mais je ne suis pas dans l'opposition politique. Je ne suis pas d'accord avec lui sur beaucoup de choses, hein, je vous le confirme. Mais aujourd'hui, je ne le fais pas comme un opposant politique ou partisan. Je le fais en essayant d'argumenter sur le fait que cette thèse absurde qui est celle de Bruno Le Maire, selon laquelle, parce qu'on gagne moins, on dépense moins, et qui consiste à protéger la rente, c'est-à-dire à ne rien faire avec l'outil fiscal pour mieux redistribuer la richesse en prélevant davantage auprès de ceux qui peuvent le plus, qui ont les facultés les plus importantes, et en concentrant l'effort dans la réduction des dépenses publiques qui vont affecter les plus vulnérables, le handicap, l'aide internationale, le soin, l'éducation nationale. Bon, je veux dire, c'est quand même 2 milliards d'économies, là, de crédits supprimés sur la transition écologique. Sur les 10 milliards, il y en a 1/5 sur la transition écologique. Il y en a quasiment 1/10 sur l'éducation. Je croyais qu'Attal voulait embarquer l'école à Matignon. Donc, c'est plus supportable, ces choses-là. Il faut quand même le dire. C'est pas des gens qui se contredisent à 2 ou 3 ans près, c'est à 15 jours près. Donc, il y a un moment quand même... donc, ça pique, quoi. Donc, moi, ça m'a piqué. Donc, j'ai écrit une tribune en disant que je considérais aujourd'hui que concentrer les efforts sur ceux qui gagnent le moins était, et en l'occurrence sur beaucoup d'acteurs de l'économie sociale et solidaire qui ne pourront plus mener à bien leur mission, et donc affecter la cohésion sociale, c'est nous préparer de terribles lendemains, à la fois pour les principaux concernés, mais parce qu'on va creuser la fracture politique et démocratique et qu'on prépare le pire. Mais c'est toujours ceux qui sont à l'abri qui préparent le pire. Parce qu'en fait, comme le pire ne les concernera pas en premier, ni en deuxième, ni même en troisième, c'est moins grave. Il y a quand même des gens qui vous théorisent tranquillement que, bon, allez, il y aura Le Pen, les gens se rendront compte que c'est pas bien, et ça repassera le prochain coup. Mais au milieu, il va se passer quoi?
Va se passer quoi pour des millions de femmes et d'hommes qui sont jugés parasites à raison du fait qu'ils ne travailleraient pas assez, parasites à raison de leur culture ou de leur religion, indésirables. Donc on fait des sacrifices comme ça en se disant que peut-être le coup d'après, à condition que les règles démocratiques n'aient pas changé, on va se refaire la cerise. Qui? Les mêmes? C'est pas possible ça. Donc oui, non, je suis pas un opposant quand je dis ça. Je joue mon rôle de dirigeant d'une ONG qui fait partie de ces corps intermédiaires, jamais consultés. Je vous le dis, jamais consultés. Vous croyez que Darmanin, il nous a consultés quand il a fait la loi immigration? Nous, on travaille sur ces questions-là tous les jours. Tous les jours sortent des dizaines d'entrepreneurs de nos programmes qui créent de l'emploi, des activités utiles socialement, qui changent le narratif sur l'immigration. On nous pose la question, nous, des preuves qu'on collecte? Non, pas du tout. Pas du tout. On nous a mobilisés quand il a fallu inclure les réfugiés ukrainiens. Je vous donne l'anecdote, elle est quand même pas mal, celle-là. Jamais on avait été convoqué véritablement. Bon, bah là, cette fois-ci, il y a l'Ukraine. Et on s'en réjouit, nous, on s'est réjouis qu'enfin l'État fasse pour les Ukrainiens ce qu'il n'avait pas fait avant pour les Afghans, les Soudanais, les Syriens. On n'a pas dit « Ah, c'est pas bien de le faire pour les Ukrainiens ». Non, non, génial. Bravo. Qu'est-ce qui se passe? On est mobilisé une fois par mois avec un préfet dédié à l'inclusion des réfugiés ukrainiens, avec des collectivités, des entreprises, les services de l'État, les ONG. Résultat, comme quoi la France, quand elle veut, elle sait, pas un Ukrainien de dehors. Autorisation de travailler grâce à la directive temporaire, autorisation de se former et accès au logement. Donc l'Europe est parfaitement capable de faire là ce qu'elle ne fait pas pour les autres. Et on pousse le génie jusqu'à nous proposer, à nous, Singa, qui faisons de l'hébergement citoyen, une aide aux Français qui hébergeraient une personne réfugiée. Alors on va dire, bon, personne ne le demande, les gens sont bénévoles, volontaires, ils ne demandent pas spécialement d'avoir un chèque de 150 €, mais là, le gouvernement est à fond. Il dit, on va le faire. Il dit, mais bon, évidemment, pour les gens qui hébergent un Ukrainien. Et nous, on leur dit, je vous dis exactement ce que j'ai dit aux ministres concernés. Je dis donc, si je comprends bien, dans une réunion d'information, imaginons que c'est vous, de gens qui veulent héberger une personne réfugiée, j'ai une main qui se lève et qui me dit, moi, je vais héberger Svetlana, donc vous, c'est 150 €. Moi, je vais héberger Moussa, qui vient du Soudan, mais vous, c'est rien. J'ai dit, ça, c'est pas possible quand même, qu'on crée une inégalité entre deux citoyens qui veulent être hospitaliers. L'un recevrait parce qu'il héberge une Ukrainienne ou un Ukrainien 150 € et l'autre parce que c'est un Érythréen, un Syrien ou une Afghane, rien. Eh ben, vous croyez que qui a gagné en arbitrage à Matignon? Ben, pas nous. Pas nous. C'est la solution de on réserve les aides pour ceux qui accueillent les Ukrainiens. On en est là quand même. Hein, on en est là. Vous ne l'aviez pas cette info, j'imagine. Je vous la donne parce qu'elle est authentique. Et alors, c'est fini, il n'y a plus d'aide parce qu'il n'y a plus de soutien en général aux associations qui favorisent l'hébergement citoyen. J'en profite pour dire que Singa travaille avec J'accueille. J'accueille, c'est un formidable programme qui est présent dans la région de Bordeaux et on fait de l'hébergement et de la cohabitation entre personnes réfugiées et citoyens français ou étrangers, avec des cohabitations longues. Donc j'accueille.fr, c'est vraiment un super programme qu'on développe sur le territoire, avec des soutiens, mais pas assez. Donc je vous le dis, parce que là, il nous manque quand même les partenaires qui étaient là pour l'Ukraine et qui ne sont plus là. Voilà. Donc, si vous avez le temps et si vous avez vous des parents pour les étudiants qui, parce que vous n'êtes plus dans votre chambre, pourraient, partager votre chambre pendant 3 mois avec une personne réfugiée. Voilà, j'accueille.fr, c'est formidable, c'est un programme incroyable avec des impacts géniaux sur l'inclusion des personnes réfugiées. Fin de la parenthèse. Mais voilà, je veux dire que je ne suis pas dans l'opposition, mais on a le droit de dire quand même à un moment ce qui ne va pas. Et surtout dans une démocratie où les corps intermédiaires, nous en sommes un, doivent jouer leur rôle et doivent être respectés. Nous demandons juste ça, être respectés. Le sens de ma tribune, c'était ça. Être respecté. Je pense que vous avez un Martinez et un Berger pendant le mouvement des retraites, maintenant Binet et... aidez-moi là. Et je l'ai plus. Ouais, Marie-Lise Léon, la CFDT, qui réclame la même chose aujourd'hui. Être entendu pour ce qu'ils incarnent et ce qu'ils représentent dans l'espace public. Et ben, voilà, c'était le sens de cette tribune. Et est-ce que le SS est de gauche ?
L'ESS, elle est, je ne sais pas dire ni de droite ni de gauche, mais en tout cas, elle propose une alternative au modèle capitaliste et s'y inscrivent ceux qui veulent et ceux qui pensent que l'économie doit contribuer à l'intérêt général et avoir une utilité sociale. Et pour cela, il faut qu'elle soit, si possible, démocratique. Merci pour ces réponses. Merci les filles pour vos questions. Je pense qu'on peut les applaudir. Et donc, on passe à la deuxième partie. Grosso modo, c'est comment développer l'ESS, les filles, si je ne me trompe pas. Et donc, avec nous, Jeanne et Fleur. Et Jeanne, c'est toi qui commences. Oui, donc on peut voir que l'ESS porte de plus en plus des causes et des combats sociétaux. Pensez-vous que 20 millions d'euros de budget alloués soit suffisant ? Bah non, évidemment. Pensez-vous que rien ce soit suffisant ? Non, mais évidemment non. Non, mais ce qu'il faut dire, par exemple, parce qu'on ne le sait pas, c'est que les chambres régionales de l'ESS, qui sont en charge du déploiement des politiques de l'ESS sur les territoires, qui vont identifier des innovations sociales, essayer de les dupliquer, ces chambres régionales sont 50 fois moins financées par l'État qu'une chambre de commerce et d'industrie pour des missions de développement économique comparables. Donc il y a un choix qui est fait. Mais je vais aller plus loin, je vais reprendre, si vous me le permettez, l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure. En France, on a des crédits d'impôt sur l'innovation quand elle est technologique. Et je vais prendre un exemple. Si vous faites une jolie appli qui va permettre aux personnes qui souffrent d'obésité de pouvoir, en contrepartie du fait qu'elles achètent l'application, savoir quel est le régime qu'elles doivent appliquer, comment doser les différents nutriments, combien de pas elles doivent faire sur une innovation technologique comme celle-là, vous pourrez avoir, si c'est une innovation technologique, des soutiens. Des crédits d'impôt, accès à des financements. Et l'innovation technologique aujourd'hui est puissamment soutenue par l'État en France. Si vous faites une innovation sociale qui, grâce à la prévention, va permettre cette fois-ci dans les familles pauvres, qui sont celles où, pour des raisons de mauvais équilibre alimentaire, de mauvais accès à justement une alimentation équilibrée, pour des raisons de pouvoir d'achat, vont concentrer dans ces familles pauvres des risques ou une prévalence plus importante pour l'obésité. Si vous faites une innovation sociale qui va dans ce sens-là et évitera que demain les gens soient obèses, vous n'êtes pas soutenu. Pour l'innovation technologique qui ne règle rien au problème, qui va juste permettre à un individu, en contrepartie du fait qu'il achète l'appli, de peut-être régler en partie son problème personnel, mais qui ne s'attaque pas aux causes du problème, vous serez soutenu. Pour l'innovation sociale qui s'attaque aux causes du problème et fait de la prévention sociale, vous n'êtes pas soutenu. Voilà aujourd'hui sur quel régime on fonctionne. Eh bien, évidemment, je lâche ça parce que ça s'appelle le solutionnisme. Ça vient de la Silicon Valley. À chaque problème, une solution technologique. Bon, bah oui, une solution technologique. Qui se la paye, on verra. Ça ne règle pas le fait que c'est toujours dans les mêmes catégories sociales qu'on recrute les gens qui iront le plus en prison. C'est dans les mêmes catégories sociales qu'on recrute les gens qui auront le plus de maladies liées à la pauvreté, etc. Et c'est évident. Et tout l'enjeu, il est de régler ces problèmes à la racine. Et les solutions technologiques ne règlent que les effets, les conséquences de ces inégalités. Eh bien, l'innovation sociale qui va résorber l'inégalité non soutenue, la solution technologique qui sera amenée à être revendue avec une jolie plus-value par celui qui l'a inventée, elle sera soutenue. C'est ça le problème qu'on a. Et c'est ça qu'il faut qu'on change. Le premier sujet, si je suis président de ESS France, là, dans quelques jours, ça va être un de mes premiers sujets sur la table. Je vais aller voir le maire, puisqu'il adore l'innovation, donc on va parler d'innovation, et on va parler de ça. On va parler concrètement de l'incroyable injustice d'une fiscalité qui est orientée vers des solutions technologiques et se désintéresse totalement des innovations sociales qui créent chaque jour, pourtant, des solutions aux problèmes des gens. Alors, vous avez fait effectivement parler du financement des CRES. Jeanne, je me permets de poser la question et de la reformuler, mais finalement, ce sous-financement des CRES, est-ce que ça relève d'un manque de confiance, de crédibilité ? Je pense que c'est un problème de culture politique encore et économique. On considère qu'en gros, encore de trop, même si ça a changé, mais Timothée Duverger serait le meilleur témoin que moi, puisqu'il lui a suivi beaucoup plus
depuis 10 ans l'évolution du paysage que moi je ne l'ai fait, puisque j'ai été ministre il y a maintenant 10 ans, que je ne suis plus. Bon. Mais il y a si la culture économique a probablement évolué, en tout cas positivement, elle reste largement dominée par l'idée que créer une entreprise, c'est créer une entreprise de capitaux d'abord, avec des modèles qui, évidemment, attirent des investissements qui sont, qui d'une manière ou d'une autre doivent être rentables, sur lesquels on doit appliquer un rendement. Et donc, les formes que nous proposons, ou de capital patient, ou de sociétés qui sont organisées sur le principe une personne égale une voix, avec le fait qu'on prenne une part dans une société et qu'on revende cette part au même prix dans 10 ans qu'on l'avait acheté 10 ans auparavant, avec le fait que si je prends 10 parts et vous une part, j'ai qu'une voix, et vous aussi, en disant je comprends pas, j'ai mis 10 fois plus d'argent sur la table et j'ai le même pouvoir qu'elle. Eh bien oui, c'est le principe de l'ESS. Ces modèles-là apparaissent un peu anachroniques. Or, ils sont le futur. Ils sont d'une incroyable modernité. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où on prend le principe une personne égale une voix, vous encastrez l'intérêt général dans le fonctionnement de l'entreprise. Et est-ce que ces entreprises fonctionnent moins bien ? Parce qu'on pourrait se dire, ouais, mais dites donc, là, ça doit être le bordel, la démocratie, quand même, pour des gens qui doivent prendre des décisions rapidement. Ben non, pas de chance. Quand vous regardez les conséquences de la crise des subprimes en 2008 et que vous prenez sur des marchés les entreprises de l'ESS, donc à lucrativité limitée et démocratique, et leurs concurrentes de l'économie conventionnelle, quelles sont celles qui ont eu l'espérance de vie la plus longue ? Les entreprises de l'ESS. Pourquoi ? D'abord parce qu'elles étaient justement plus à l'abri que leurs concurrentes des convulsions du capitalisme et des marchés financiers, mais d'autre part parce que quand les décisions sont prises collectivement, ces décisions sont souvent beaucoup plus tempérantes et favorisent la robustesse des choix stratégiques des entreprises. Donc, il y avait comme une évidence à l'issue de la crise de 2008 à faire la loi ESS comme un moyen de renforcer la robustesse de l'économie française. C'est pour ça qu'on voulait le changement d'échelle. Pas parce qu'on était des fétichistes en se disant vive l'ESS, vive les coopératives. On est parfaitement conscient qu'il y a des coopératives qui sont déconnantes. On est parfaitement conscient que certaines entreprises associatives ou associations, parce que je les appelle comme ça parce qu'elles étaient des associations et sont devenues des entreprises associatives, n'ont pas forcément toujours été exemplaires. Mais fondamentalement, quand on prend les deux critères de la lucrativité limitée et de la délibération collective dans une entreprise, ce sont des facteurs de pérennité de ces entreprises. Sur le long terme, c'est indiscutable. Sur des échantillons larges, c'est indiscutable. Indiscutable. Personne ne peut contester ça. Et l'enjeu, il est que cette culture-là imprègne aussi les décideurs politiques. Alors, je ne sais pas s'il y a un cours ESS à l'ENA aujourd'hui. Non, mais ce serait intéressant. Parce que pour le coup, ça mériterait quand même qu'ils en entendent parler. Mais voilà. Mais je pense que là, il y a un vrai enjeu. Je reviens à mon histoire là, de culture économique. Si on ne s'attaque pas à cette question, notamment sur la recherche scientifique en économie, on n'y arrivera pas. Jeanne, une dernière question sur le financement de l'ESS et puis après, on va passer à Fleur. Oui, du coup, on peut voir clairement qu'il y a un manque de budget alloué suite à vos propos. Et que répondez-vous à ceux qui disent que l'ESS est une économie subventionnée ? Moi, je me marre. Alors là, c'est le truc... Je me souviens, quand j'étais ministre, j'avais reçu Pierre Gattaz. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y en a quand même quelques-uns qui doivent s'en souvenir dans cette salle. Hein. Donc, il était le patron des patrons. Et qui me dit, oui, cette économie-là, sous cloche, quoi, vous voyez. Puis il voyait, en gros, une économie subventionnée. Et je lui dis, mais attendez, le CICE, qui va coûter 40 milliards au budget de l'État, à ce que je sache, il va permettre de faire un crédit d'impôt sur les entreprises qui payent l'impôt sur les bénéfices des sociétés. Les entreprises de l'ESS, beaucoup d'entre elles ne payent pas. L'IS, elle paye la taxe sur les salaires. Et en payant la taxe sur les salaires, elle n'avait aucune exonération. Et résultat, on s'est retrouvé avec des entreprises de l'ESS qui étaient moins aidées sur des marchés identiques que leurs concurrentes de l'économie lucrative. Et vous aviez Pierre Gattaz qui disait cette économie... En gros, pour lui, l'ESS, c'était des pauvres qui réparent des choses cabossées qu'ils vendent à des pauvres. Je fais vite, hein. Mais ce qui est parfaitement respectable.
des salariés en insertion qui vont réparer des machines à laver qui auraient été jetées pour les remettre sur le marché. C'est ce que fait le réseau Envie, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez, mais qui est un réseau formidable. Et ce qu'ils font est formidable. Mais l'ESS ne se résume évidemment pas à cela. Et la difficulté, c'est quand vous avez le patron des patrons, qui représente la voix censément la plus autorisée des entreprises, qui ignore 200 000 entreprises quand même, qui ne comprend pas leur modèle, qui ne sait pas faire la différence entre le secteur non marchand, le secteur public, bref, qui mélange tout. Qu'est-ce que c'est la non-lucrativité ? Moi, je me souviens que Gattaz, je lui ai dit, être non lucratif, ça ne veut pas dire perdre de l'argent. Parce que c'était compris comme ça. Donc, bon, c'est une vraie difficulté. En vérité, aujourd'hui, je l'ai redit avec, par exemple, le fait qu'on subventionne l'innovation technologique et pas l'innovation sociale, la plus aidée des deux économies n'est pas l'ESS, c'est l'économie conventionnelle. Fleur, à ton tour, et puis un sujet hautement politique. Oui, on va changer un petit peu de sujet. À l'approche de la présidentielle, Laquelle ? les C'est l'avenir. 2027. Est-ce que vous jugez prudent de travailler, de renforcer le partenariat avec l'État dans un moment où le RN est aux portes du pouvoir ? Entre qui et qui ? Entre l'ESS et l'État. Je réfléchis à... Il y a le principe de réalité qui... évidemment que je pense que, vu le rôle crucial des entreprises de l'ESS ou des organisations et associations citoyennes dans la cohésion sociale, dans les solidarités, je pense qu'il faut les soutenir. Parce que tirer ce fil-là, c'est prendre le risque d'un affaissement général des solidarités et derrière préparer le pire. Donc, profondément, j'aspire à des politiques publiques en ce sens. Mais quand le gouvernement décide par décret, sans consultation, de supprimer 10 milliards de crédits là, qu'il annonce 20 milliards d'économies budgétaires en loi de finances. Bon, je suis obligé de dire qu'ils font un choix qui est le contraire de ce que vous dites. C'est-à-dire qu'ils préparent le chaos qui nourrira le discours, c'est presque la montée tranquille des marches par l'extrême droite. Et donc, j'aimerais vous dire, en tout cas, nous, on sera disponible pour construire des politiques publiques. Je suis favorable à ces alliances-là, je le redis, avec les pouvoirs publics, avec les administrations, avec les collectivités territoriales, avec des acteurs de l'économie classique, pour construire des solidarités. On ira même, d'abord, on se fera confiance à nous-mêmes. C'est-à-dire, entre acteurs des solidarités et acteurs de l'ESS, on construira des coalitions là où l'État s'est retiré. Et c'est déjà ce qui se fait dans d'innombrables territoires. Il n'y aurait pas l'ESS, il y aurait plus de solidarité ou de services qui ressemblent à des services publics, mais n'en sont pas dans beaucoup de territoires. Et qui me soit permis d'ailleurs de dire que moi je suis favorable que dans les métiers qui relèvent des soins à la personne, je vais prendre la question de la prise en charge des personnes âgées, il soit désormais établi une frontière qui dise, dans ces domaines-là, seul le secteur public ou le secteur privé non lucratif peut prendre en charge ces activités. Moi, je ne comprends pas que dans le champ de la prise en charge des personnes âgées dépendantes, les indicateurs de performance d'une maison de retraite puissent être les mêmes que ceux d'une entreprise qui vend des missiles ou des chaussures. C'est pas possible. On ne peut pas indexer le sort des personnes âgées, a fortiori quand elles sont dépendantes et qu'il y a un risque de perte d'autonomie et un risque fondamental pour leur dignité. On ne peut pas indexer leurs conditions de vie et de prise en charge à des indicateurs de performance financière et économique des établissements dans lesquels elles sont résidentes qui sont identiques à ceux qu'on trouverait dans, je le dis, le secteur des chaussures ou des missiles. Donc, je crois que l'idée, comme le fait par exemple le département des Landes, si je ne me trompe pas, dans le département des Landes, pas une maison de retraite née dans le privé lucratif. Ben voilà. Et ben moi, je considère qu'il faut qu'on aille sur ce terrain-là. C'est un formidable terrain de conquête pour l'économie sociale et solidaire et qu'elle doit proposer au pouvoir public. Serons-nous suivis il faut être confiant hein, et optimiste, mais vu le pédigré
nos interlocuteurs, on peut en douter à cette étape. Ça n'empêche pas d'avoir un fort plaidoyer sur ces questions. Et je peux vous assurer que moi, je vais m'en occuper. Et donc, vous en avez un peu parlé, mais donc pour vous, est-ce que les territoires peuvent-ils être des lieux de résistance face à ce pouvoir populiste ? Oui, évidemment. Après, lieu de résistance, qu'est-ce que ça veut dire ? Les territoires, ils résistent déjà. Hein. Quand une coopérative décide d'ouvrir des lignes de chemin de fer sur lesquelles des trains vont passer en modèle coopératif pour relier des territoires qui n'étaient plus reliés par voie ferrée, l'ESS résiste. Quand on met en œuvre des établissements de prise en charge de la petite enfance ou du grand âge, là où il n'y a quasiment plus de services publics et où évidemment le privé lucratif est parti parce que la demande n'y est pas solvable, bah, l'ESS résiste et elle propose des solutions territoriales. Et on pourrait prendre d'innombrables exemples dans ce domaine-là. Quand une SIC, société coopérative d'intérêt collectif, va prendre en charge la production d'énergie sur un territoire en associant les collectivités locales, les futurs usagers, les travailleurs, on est dans la résistance. Pourquoi ? Parce qu'on crée des solutions qui s'intéressent à la question de la transition énergétique en l'espèce là. Voilà, on prend en charge des solutions. Après, est-ce que la somme de ces résistances suffise aujourd'hui à éviter l'effondrement du contrat qui est issu de l'après-guerre, du contrat social issu de l'après-guerre? Je ne le crois pas. Hélas, ça ne suffit pas pour l'instant. Il faut sans doute lui donner une nouvelle vigueur. Mais le point positif que je veux partager avec vous, je le partage comme dirigeant de Singa, nous on observe, là encore, j'en ai parlé dans les interviews avant, le pire crée toujours son contraire. Et aujourd'hui, ce qui se fabrique aujourd'hui d'extrêmement négatif, brutal et violent sur la question des migrations est en train, nous on le voit, de provoquer des alliances tout à fait inédites avec des gens dont on n'aurait pas imaginé qu'ils s'engageraient aussi fortement sur la question de l'inclusion et s'engagent à nos côtés durablement, alors que ce sont des entreprises qui n'ont rien à voir avec le sujet et le font parce qu'elles veulent participer à la création des anticorps contre ce qui est en train de se passer. Donc, il ne faut pas désespérer quand même du pays dans lequel nous sommes. On est quand même en France. Il y a une histoire républicaine et une tradition républicaine qui est capable de fabriquer les anticorps pour s'éviter le pire. Il n'y a rien d'écrit sur le fait que dans 3 ans, quand même, je vais faire une seconde de politique, quand même un mec qui a 27 piges et qui est en train de faire son autobiographie, Bardella. Non mais Clémenceau, il n'a pas fait de mémoire. Non mais on est chez les fous quand même. Et vous avez des gens, oui, on va l'écrire, on va aider à écrire son autobiographie. Non mais qu'est-ce que tu racontes à 27 piges ? Non mais quand t'as jamais bossé de ta vie en plus, non mais c'est quoi l'idée ? C'est quoi ? Non mais on est dans un monde de dingue quand même. Moi j'aurais envie de lui dire, bon ben gars, vis un peu quand même, fabrique 2-3 trucs dans ta vie avant d'écrire une autobiographie. Non mais c'est ça dont on parle quand même. C'est ce monde-là. Alors est-ce que le problème c'est que il y a quelques autres qui ont peut-être 4 ans de plus et qui seraient pas loin de l'écrire aussi du côté du pouvoir, mais qui écrit son autobiographie à moins de 30 ans ? Je vais dire, bon, voilà, ça doit être le Mozart de la politique, quoi, mais franchement, voilà. Donc tout ça me consterne un peu. J'arrête de la parenthèse partisane, mais là, quand même, et quand c'est pas sérieux, quoi. Et là, c'est pas sérieux. Alors, avant de passer à la troisième et dernière partie, Fleur et Jeanne, je crois que vous avez des questions sur l'Europe. Oui, donc il y a le Forum mondial de l'ESS qui se déroulera à Bordeaux à l'automne 2025. Est-ce que l'ESS peut-elle être porteuse d'un nouvel internationalisme ? Internationalisme ? Oui.
À bien des égards, elle l'est. Il y a des grandes alliances. La science coopérative internationale, c'est une vraie internationale coopérative qui existe déjà. Les modèles ESS, ils existent partout, qu'on appelle l'économie populaire, économie sociale et solidaire, économie solidaire. En fait, les formes d'économie sociale telles qu'on les connaît en France ont des correspondances un peu partout en Europe, un peu partout en Afrique, un peu partout en Asie, un peu partout en Amérique latine. Donc il y a, à l'évidence, à construire autour de ces modèles-là des coalitions, des alliances. Et moi, la bonne nouvelle, qui me soit permis de dire un mot là-dessus, c'est que pour la première fois, l'Europe reconnaît que l'économie sociale est un des 14 écosystèmes industriels qu'elle appelle l'économie de proximité. Donc il y a une petite révolution copernicienne dans l'approche de l'économie sociale au niveau européen. Il faut en profiter parce que c'est une légitimation des chambres régionales de l'ESS ou des acteurs territoriaux de l'ESS comme des acteurs, alors qu'ils appellent industriels, mais qui peuvent permettre le développement de ces formes entrepreneuriales et de ces formes économiques. Donc ça, c'est un vrai tournant. Avant, il n'y avait pas ça. Moi, je me souviens, quand on allait avec notre bâton de pèlerin parler d'économie sociale à Bruxelles, on en regardait avec des grands yeux. Là, il y a un changement, et ça veut dire aussi qu'une partie des financements européens vont évidemment se tourner vers cette économie de proximité, et il faut se réjouir de cela. Fleur ou Jeanne, laquelle pour poser la dernière question ? Du coup, vous venez de parler de l'Europe et de l'Union européenne. Alors que les élections européennes approchent, la montée du populisme, la guerre en Ukraine ou encore le pacte vert monopolisent le débat. Comment l'ESS peut-elle trouver sa place dans le débat public ? Le pacte vert, moyen quand même, sur le débat. Non, mais, si je peux me permettre, c'est hyper difficile d'arriver à parler de l'ESS dans le débat européen. Là, il faut être très honnête. D'abord, on compte sur les doigts d'une main qui sait de quoi on parle parmi les candidats. Manon Ombry sait de quoi on parle. Toussaint sait de quoi on parle. Glucksmann sait de quoi on parle aussi, je pense. Là-dessus, mais je ne connais pas, donc je vais pas. Elle vient du monde agricole, la tête de liste Renaissance, donc on peut supposer que vu le poids de la coopération agricole, elle doit avoir un lien avec cette histoire-là. Bon, Bellamy doit peut-être se souvenir que le lycée dans lequel il a été était un établissement privé non lucratif, en dépit du fait qu'il soit catholique. Peut-être que ça le rapproche de l'ESS. Bon, je blague. Bref. Non, mais si, c'est des établissements privés non lucratifs. Même Stanislas, je le crains. Bon, moi, mes enfants ne sont pas... ils n'ont jamais été. Donc, je précise ça. Donc c'est très difficile. Pourquoi ? Parce que l'agenda, il est à la fois aux frontières de l'Europe, il est dans l'incroyable inquiétude qu'on peut avoir aujourd'hui sur les éléments de menace de l'unité européenne et qui commence, pardon de le dire, mais par la question migratoire. Nous ne vivrons pas une crise migratoire, nous vivons une crise de l'accueil et de l'hospitalité, ce qui n'est pas exactement la même chose. Et cette question-là est une question qu'il va falloir qu'on regarde en face quand même. Savez-vous par exemple que 15% des créations d'entreprises en France le sont par des étrangers ? Je ne parle pas d'immigrés, je parle d'étrangers, alors qu'ils représentent 7,8% de la population, 2 fois plus. Pourquoi ? Parce que le déclassement professionnel est tel qu'aujourd'hui la création d'entreprises est un moyen par lequel on crée des entreprises, on se réalise. Savez-vous que sur les diplômés au-delà de Bac plus 2, l'immigration en France, il y a plus d'immigrés avec un diplôme supérieur à Bac plus 2 que de Français. Est-ce que vous le saviez, ça ? C'est pas moi qui le dis, c'est l'INSEE. Ah, comment ? Le gars qui fait son autobiographie, là, il est menteur. Mais non, pas menteur, c'est la réalité. Donc ça, on ignore ça. Que la migration aujourd'hui, en France, est composée de plus de diplômés au-delà de Bac plus 2 pour les immigrés que pour les Français. Donc tout ça, ça nous amène à passer complètement à côté, à cause du déclassement professionnel, à cause de l'incroyable potentiel de l'inclusion, du faire ensemble, de l'interculturalité. Et c'est pour ça que
je pense que l'Europe aujourd'hui, en fermant ses frontières, en fermant ses portes, non seulement elle n'y réussit pas. Alors je vais vous prendre 2 exemples, pardon de faire une petite pause ou une petite halte sur la question migratoire, mais juste, je vous le pose là. Ça fait 30 ans que les migrations internationales ont changé d'échelle. C'est vrai. Plus 60% des migrations internationales en 30 ans. Plus 60%. Est-ce que ça va s'arrêter? Non. Est-ce que ça va augmenter? Oui. Pourquoi? Parce que les raisons de partir ont augmenté. Pas simplement les inégalités sociales, pas simplement le réchauffement climatique, pas simplement les guerres, mais la mondialisation de l'enseignement supérieur, l'augmentation du niveau de vie dans un certain nombre de pays qui diminue le coût d'opportunité de partir. Savez-vous par exemple que quand vous avez un dirigeant qui vous dit « Non, mais je suis contre l'immigration, mais je suis humain, je suis pour le développement. Et donc je vais augmenter les politiques de coopération parce qu'en coopérant et en aidant les pays en voie de développement, on stoppera l'immigration. » C'est exactement le contraire qui se passe. Parce que plus un pays croît, ou voit sa croissance augmenter, plus il augmente le pourcentage ou la fréquence des départs. Donc alors c'est pas une invitation à arrêter les politiques d'aide au développement, mais donc cela dit encore n'importe quoi. Mais donc les migrations internationales, elles ont changé d'échelle. Or, dans les 30 dernières années, vous prenez la même séquence, les pays qui sont les pays occidentaux, pas que, mais les pays qui se sentent menacés par les migrations, ont construit 40 000 kilomètres de murs, de vrais murs, comme les États-Unis, comme différents pays ont construit des murs. Donc ces 40 000 kilomètres de murs n'ont absolument pas empêché l'augmentation des migrations internationales. Elles ont augmenté simplement la part des migrations internationales illégales et invisibles et diminué la part des migrations légales. Et en augmentant la part de l'immigration invisible, évidemment, qu'est-ce qu'on crée ? Les facteurs de désordre dans nos sociétés liés à l'absence d'inclusion, à la pauvreté, à la délinquance, au trafic, etc. Je le pose là, vous allez me dire, mais c'est quand même pas normal, on devrait pouvoir faire autre chose, parce que vous êtes en train de nous dire que les gens passent quand même. Oui, et alors le meilleur exemple, c'est qu'il y a quand même des gens qui ont été élus pour arrêter tout. Alors, premier exemple, nos amis britanniques. Brexit, on quitte l'Union européenne, un mot d'ordre, fin des migrations. Donc regardons les chiffres. Depuis le Brexit, quelle a été l'évolution des migrations en Angleterre? Je dis ça pour ceux qui pensent que l'extrême droite, sous toutes ses formes, alors il y a le vilain, il y a le vilain, c'est Zemmour, on dit ah il est horrible lui, bon c'est vrai il est horrible, et comme si les autres étaient plus sympas, mais ils sont pas plus sympas du tout. Donc ces gens-là, donc, qui disent on va faire pareil que les Anglais, pareil que Madame Meloni en Italie. Donc regardons les résultats. Quelle est l'évolution de la migration vers le Royaume-Uni depuis le Brexit? Fois 2. Doublement des migrations internationales vers le Royaume-Uni. Quelle est l'évolution des migrations internationales et des entrées en Italie depuis que Mme Meloni, M. Salvini et tous les bonhommes, là, vous savez, qui jouent des muscles, sont au gouvernement? Fois 2. Ça ne marche pas. Et la première conséquence de l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir en France, ce sera quoi? Ce sera que les Italiens qui veulent pousser les nouveaux arrivants arrivés sur leur territoire à quitter leurs frontières pour aller en France vont se heurter à quoi? Au mur qui sera celui des douanes et de la police française, et vous aurez les germes des premiers conflits de retour dans l'Europe à cause de régimes nationalistes qui ont fondé leur élection sur une promesse impossible à tenir, la fin des migrations. Voilà ce qui va se passer. C'est écrit, on le sait, c'est même pas besoin d'aller chercher dans l'histoire, je ne vous convoque pas ni 39, ni 40, ni rien du tout. Il faut regarder là ce qui se passe aujourd'hui, et c'est ce qui va se passer demain. Donc, bon, non, je pars sur des sujets, pardon, mais ça me semble important de vous partager ça aussi pour vous dire que ce n'est pas des sujets simples, au sens où, et là je vais le dire avec aussi beaucoup de sincérité, chez Singa, nous on respecte les gens qui ont peur. Et la peur de quelqu'un qui a peur de la migration, elle n'est pas... la pire chose serait le mépris vis-à-vis de ça. On a assez peu de respect pour ceux qui instrumentalisent ces peurs, mais l'existence de peur identitaire, elle est là. Et il faut qu'on compose avec ça. Mais ce qu'on croit, nous, et pardon de faire un petit mot, hein, c'est loin de l'ESS, vous allez me dire, mais on pense qu'un boulanger kurde qui reprend une boulangerie dans un village,
il change plus sur le narratif des migrations que n'importe quel discours comme le mien ou d'autres. Pourquoi ? Parce que fondamentalement, d'abord, il maintient un commerce ouvert, mais que dans ces territoires qui ont le sentiment que finalement tous les repères qui participent de l'identité nationale, un haut niveau de service public, l'égalité devant les services publics, des trains qui partent, une école qui assure une mission de proximité, une maternité dans laquelle je peux accoucher. Quand tout ça s'en va, on n'a pas bougé, mais on a l'impression que son pays est parti. Or, qu'est-ce qui peut permettre de régénérer ce tissu de solidarité, ce tissu de service public, parfois ce tissu de commerce qui ne sont pas un service public, mais qui participent de notre mode de vie? Eh bien, ce sont souvent les migrations. Et le boulanger kurde, qui reprend la boulangerie qui aurait fermé sinon, il fait partie de celles et ceux qui, justement, nous permettent, non pas, comme d'autres le disent, de perdre nos modes de vie, mais de les garder. Le sujet, c'est quoi? C'est qu'on veut avoir une relation à l'autre, à la collectivité, à l'intérêt général, qui repose sur des solidarités minimum, sur des protections collectives, des préférences pour l'égalité plutôt que pour l'inégalité. Tout ça, ça fait partie de notre identité. Et bien, cette identité de la France, en tout cas, cette fraction de l'identité, parce qu'il n'y a pas qu'une... Le pire des choses, ce serait de dire qu'il y a une identité française. Mais cette fraction-là, de notre identité partagée ou de nos ressources partagées, eh bien, la migration peut être une solution. Alors vous dites ça, la migration peut être une solution aujourd'hui. Il y en a qui s'étranglent, qui font des... Mais bon, moi, nous, chez Singa, on pense là et on le dit. Et je vais prendre un dernier exemple pour relier avec le système social. Il faut poser la question à tous ceux qui veulent stopper l'immigration et renvoyer les travailleurs étrangers. À quel âge veulent-ils porter l'âge légal de départ à la retraite? Parce que prenez les cotisations des travailleurs étrangers à notre système de retraite aujourd'hui. Les travailleurs étrangers sont sur les métiers les plus pénibles. Ils cotisent toute leur vie quand ils travaillent ici. Ils ont, quand on regarde statistiquement, les retraites les plus courtes dans le temps. Donc on dépense moins pour eux en pension. Et les moins élevés, on dépense encore moins. Pourtant, ils ont cotisé toute leur vie. Donc vous les enlevez et vous enlevez leur contribution à notre système de retraite. Il faut poser tout de suite, 67, 68, 69 ans, l'âge légal de départ à la retraite. C'est ça? La conséquence de la politique anti-migration aujourd'hui, d'une grande partie de l'échiquier politique, c'est de dire aux Français, pour équilibrer le système tel qu'il existe, il faudra partir à 68 ans, 69 ou 70 ans. Bon, voilà, je vous le dis, mais c'est quand même le monde joyeux des bisounours d'extrême droite, ça n'existe pas, quoi. Voilà, donc ça ne marche pas. Eh ben merci pour cette réponse. Merci les filles pour vos questions. On peut également les applaudir. Alors, il nous reste 20 minutes pour aborder la troisième partie. Finalement, c'est comment est-ce que l'ESS peut répondre, on va dire, à tout ou en partie aux enjeux de la France. Vous avez déjà répondu à certaines questions, donc on ne va pas forcément y revenir. Mais Laura, pour commencer, tu as une question sur les monnaies locales, je crois. Tout à fait. Alors, à Bordeaux, on a une monnaie locale qui s'appelle la GEM. Et on sait que l'utilisation d'une monnaie locale, ça permet de remettre dans l'économie 1,25 à 1,55 fois plus d'argent. Et donc, faut-il verser le revenu universel en monnaie locale ou pas? Il faut qu'il y ait un revenu universel déjà. Non, mais je pense que si ça pourrait être l'idée d'une allocation, on pourrait imaginer que les départements, quand ils versent des prestations sociales, versent une fraction des prestations sociales sous la forme de monnaie locale complémentaire. On pourrait imaginer, alliance que je préconiserais dans l'ESS, que les mutuelles, quand elles remboursent des soins, sur la base du volontariat, décident de rembourser une fraction des soins, 10% admettons, du remboursement en monnaie locale. Du coup, on augmente le volume des échanges économiques en monnaie locale, on favorise les circuits courts, formidable. On a là une manière, pas de faire de la résistance, on a une manière de créer des écosystèmes qui sont des écosystèmes vertueux de l'ESS. Donc oui, au fait que
des collectivités ou des acteurs économiques qui versent de l'argent puissent proposer sur la base du volontariat, et à condition que ceux qui gèrent ces monnaies locales soient d'accord, qu'une fraction de l'argent qu'ils versent le soit en monnaie locale. Alors la question suivante, est-ce qu'on la garde ou est-ce que vous avez décidé Moi, je trouvais qu'on pouvait la garder, mais... Eh bien, vas-y, alors Vous Justine. pourrez être bref si vous trouvez déjà en avoir trop parlé, parce que vous avez parlé de la montée de l'extrême droite et de l'immigration en France. Mais du coup, je voulais vous demander plus spécifiquement quel serait pour vous le rôle de l'ESS dans l'accueil des migrants, notamment des structures de l'ESS, comment elles peuvent contribuer à accueillir les migrants, les personnes migrantes. Toutes les structures qui aujourd'hui s'intéressent aux nouveaux arrivants l'immense majorité sont des organisations de l'ESS, hein. Entreprises sociales, associations, FTDA, la CIMAD, tous, je ne vais pas, pardon si je ne les cite pas, mais tous. Donc ce secteur-là est puissamment structuré par des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et sans eux, si on arrête, qu'est-ce qui se passe? Alors, on nous dit, oui, mais on va être bien content de vivre avec de l'argent public. Rien du tout. Rien du tout. Nous, chez Singa, les contributions publiques, quand je prends le budget global, elles sont inférieures à 20%. Et encore sur des missions, sur des missions sur lesquelles il y a des obligations de la part des pouvoirs publics à inclure, et qui confient donc aux associations le fait de réaliser ces missions. Nous, l'argent que nous avons, c'est principalement lié ou aux revenus qu'on est capable de dégager, ou au mécénat. Et il n'y aurait pas en France aujourd'hui des fondations privées, des fondations d'entreprises, et là je le dis, hein, il y a le secteur associatif, je ne sais pas dans quel état on serait. Hein. Alors évidemment, il y a les dons des particuliers, mais pour ce qui nous concerne, Singa, nous, ce sont des partenaires privés, du mécénat privé, qui a choisi de travailler sur les questions d'inclusion. Et avec aucune contrepartie, du genre on leur orienterait les gens pour qu'ils travaillent chez eux parce qu'ils auraient des métiers en tension. C'est pas du tout ça. Nous, on a des incubateurs à Berlin, à Barcelone, à Stuttgart, à Bochum, à Lille, au Québec. Bon, bref, chaque année, des centaines d'entreprises, start-up, associations sortent de nos programmes. Et ils le sont grâce à des incubateurs qui sont financés par des partenaires privés. Et après, ces entreprises, à Bordeaux, moi je salue la directrice de Singa Bordeaux, Xenia Skorik, qui est une fille formidable, et toutes les équipes de Singa Bordeaux, ils ne sont pas des milliards non plus ici, hein, mais ils font un boulot remarquable. Là, il y a une super promo cette année, c'est la deuxième pour l'incubateur bordelais. Bon, voilà, nous on fonctionne. Alors ici, avec le soutien du département, il faut le dire, aussi de la métro, mais principalement les flux financiers sont levés par Singa Global, que je dirige, et qui sont des flux issus du privé. Donc j'en profite pour dire ça, parce qu'il y a quand même toujours 2-3 responsables politiques pour dire qu'on vit sous perfusion des subventions publiques. SOS Méditerranée, c'est 100%, je pense aujourd'hui, des financements privés. Voilà, 100%. Il n'y a pas d'argent public. Nous, c'est quasiment pareil. Donc qu'on se mette ça dans la tête. Hein, et plus ça va, moins ça va, d'ailleurs, de ce point de vue-là. Et d'ailleurs, au passage, je vous le dis, on demande quasiment plus. Hein, d'ailleurs, il y a un acteur qui joue à peu près son rôle, mais parce que c'est son rôle, c'est la Banque publique d'investissement qui soutient des programmes d'accélération. Mais bon, là, c'est une banque. Hein, c'est pas du budgétaire, quoi. Voilà. Laura, tu as une question sur les médias. Tout à fait. En France, on le sait, seulement quelques grandes fortunes, à l'instar de Vincent Bolloré, dirigent et gèrent les médias. Pardon. Alors, c'est la fin, on s'est dit qu'on pouvait y aller. Pensez-vous qu'il faut ESSiser les médias, tant du point de vue de leur contenu que de leur structure? Le contenu, moi, j'ai pas à juger. Moi, je suis pour la liberté d'information. Donc, s'il y a des médias de droite, il y a des médias de droite. La question, c'est respectent-ils la loi? Ça, c'est autre chose. Et dans quelle mesure des médias qui se livrent à des commentaires ouvertement racistes
Et CNews est coutumier de ça. Dans quelle mesure est-ce qu'on leur maintient la possibilité d'utiliser une fréquence qui est une fréquence sur la TNT? Ça, c'est un sujet. Mais qu'il existe des médias, le pluralisme, moi, j'ai pas à juger. Je veux dire, c'est à juger. Je suis pas d'accord, je suis pas obligé d'écouter. Il y a juste des principes. C'est le respect de la loi et l'antiracisme, en tout cas le racisme, l'antisémitisme, tout ça est interdit. Voilà, et donc ça doit pas avoir sa place. Le sexisme, pareil. Donc voilà, ça c'est une chose. Mais par contre, ce qui m'intéresse, c'est que effectivement, c'est la proposition qui a été faite par Julia Cagé, qui est une économiste, qui propose qu'on crée une sorte de statut de la société de médias non lucrative pour éviter que les contenus éditoriaux, les partis pris rédactionnels soient tributaires du pouvoir économique dans l'entreprise de médias. En gros, libérer les rédactions de cette pression qui est celle de leurs actionnaires. Et je pense que ça fait sens que le SS s'implique là-dedans. Mais après, qu'il me soit permis de partager avec vous quand même, puisque vous avez cité un breton, monsieur, moi aussi je suis breton, hein. Mais un breton est breton quand même, hein, en l'espèce. Celui qui possède CNews, C8, Canal+, et quelques autres, et donc qui est le principal financeur du cinéma français. Est-ce que c'est neutre? Je ne le pense pas, moi, mais bon, on verra. Moi, ce qui me frappe, c'est, je peux me permettre ce commentaire avec vous, c'est la panique identitaire des élites, ou d'une partie des élites occidentales et françaises, donc. Et cette panique identitaire, à mon avis, elle est le résultat de la convergence de 3 phénomènes. Le premier phénomène, c'est qu'une partie de ces élites a compris que le modèle économique qui avait fondé leur prospérité, c'est-à-dire le modèle capitaliste, est probablement à son crépuscule. Et que la question de la transition écologique et le mur, là encore, du réchauffement, conduit à une remise en cause radicale des modes de production et des modes de consommation, et donc de la manière dont eux se sont enrichis. Et que cet ingrédient qui remet en cause leur prospérité, mais donc leur pouvoir, est un ingrédient qui les met, mais le premier ingrédient qui les met en panique. Le deuxième élément qui se rajoute, c'est le mouvement MeToo. MeToo vient mettre un terme symbolique, parce que ce n'est pas encore dans les faits réels, à l'idée selon laquelle les hommes pouvaient impunément dominer l'autre moitié de l'humanité, c'est-à-dire un genre serait hégémonique sur l'autre genre. Et cette remise en cause de ce qu'est le pouvoir des hommes, le patriarcat, est le deuxième ingrédient qui crée pour ces hommes un sentiment de panique. Et le troisième élément, c'est la fin de l'hégémonie occidentale. L'Afrique du Sud qui traduit Israël devant la Cour de justice internationale, des États qui quittent le Commonwealth sur la question coloniale, la France qui est expulsée du Sahel, en l'occurrence le Burkina, le Niger et le Mali, la Chine qui fait l'accord sans personne d'autre entre l'Arabie saoudite et l'Iran. C'est la fin d'un monde dans lequel l'Occident était hégémonique et finalement présidait à la destinée du monde. Et c'est pas plus mal qu'on se décentre. C'est pas plus mal que le regard africain sur le sort du monde, ou des Africains, parce qu'il n'y a pas qu'un regard africain, si tant est qu'il y a un regard européen, il y a des regards européens, ou que le regard des Asiatiques nous amène à penser la multipolarité. Et tout ça arrive au même moment. Fin de l'hégémonie occidentale sur le monde, fin du patriarcat, fin en tout cas remise en cause, et fin d'un modèle économique. C'est une triple agression identitaire pour bon nombre des personnes, qui est essentiellement des hommes qui dirigeaient les pays occidentaux, dirigeaient les entreprises de ces pays occidentaux, et qui expliquent qu'ils se cabrent, que ça convulse, et qui expliquent leur panique identitaire aujourd'hui. Et je crois qu'il faut regarder la crispation d'une partie des élites comme la résultante de cette triple agression de leur point de vue, évidemment qui n'en est pas une, j'imagine, ici. On ne pense pas que ce soit pas bien de changer de modèle économique, pas bien la fin du patriarcat, pas bien la fin de l'hégémonie occidentale. On est même plutôt à considérer que c'est un progrès. Mais c'est ça qui se passe. Et il faut regarder ça pour ce que c'est, et s'inquiéter évidemment des conséquences que ça peut avoir, parce que ceux qui sont en panique
sont ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui. Et veulent le garder. Il y a une très jolie, je me permets de terminer là-dessus, une très jolie phrase que j'ai évoquée aussi, qui est dans Bruno Latour, dans son bouquin Où atterrir, dit « Ces élites, elles sont traversées par une contradiction, la fuite en avant, ils veulent gagner un peu d'espérance de vie à leur modèle, et en même temps le grand retour en arrière, en se disant oh, qu'est-ce que c'était mieux avant quand même, oh là là, on pouvait faire ce qu'on voulait quand même. Et il y a ce double phénomène et qui explique aujourd'hui la grande confusion quand même de gens dont vous vous dites mais il était de gauche lui, pourquoi il dit n'importe quoi maintenant et pourquoi il est d'accord avec l'extrême droite et pourquoi voilà. Mais c'est un moment de panique identitaire d'une partie des élites occidentales assez significative. Et qu'il faut prendre très, très, très au sérieux, néanmoins. Hein, je le dis très, très au sérieux. Ne rien lâcher, évidemment, des combats sur lesquels vous êtes, nous sommes, je crois. Ça n'a rien à voir avec l'ESS, allez-vous me dire. Encore que sur la question du modèle économique, évidemment, oui. Sur la question de la démocratie, de l'égalité aussi. Donc, voilà. Donc, il y a, je crois, une singularité du moment dans lequel nous vivons, dans lequel vous allez prendre... vos responsabilités de citoyens, de vous engager dans le monde, quoi. Donc ça va être, c'est à la fois passionnant et terrifiant en même temps, mais bon, on va travailler à faire tout ça ensemble hein, et à faire de belles choses. Allez, il nous reste 2 ou 3 questions. Laura, je crois que c'est à Justine, à toi. Vous avez notamment parlé tout à l'heure du fait que l'ESS devait imprégner les entreprises capitalistes. Et il y a beaucoup d'entreprises conventionnelles du coup, qui se revendiquent de la RSE. Peut-on aller plus loin? Est-ce que l'ESS doit être la prochaine étape, voire constituer un nouveau modèle pour ces entreprises au vu de ses valeurs, de ses statuts? Moi, je pense qu'il faut le voir le verre à moitié plein. Quand une entreprise décide, quand bien même elle ne le fait pas parfaitement, de prendre en compte ses externalités écologiques et sociales, c'est bien. Moi, la loi Pacte sur la partie entreprise à mission, les entreprises à mission n'ont pas vocation, en tout cas la plupart d'entre elles, à devenir des entreprises de l'ESS, mais qu'elles décident de se doter d'une mission, qu'elles les intègrent à leur objet social, c'est toujours mieux que quand elles ne le faisaient pas. Et ce qu'il faut, c'est créer les outils pour les accompagner, les aider à toujours faire mieux, qu'elles soient plus nombreuses. Mais il nous revient, nous, sans doute de faciliter des transitions quand c'est possible pour dire à ces entreprises-là, vous avez fait la moitié du chemin et si vous expérimentiez en partie la non-lucrativité. Si on commence à le faire dans le secteur de la prise en charge du soin, vous allez voir, on va avoir une vraie extension ou expansion de l'économie sociale et solidaire. Et puis il faut surtout, j'en profite pour le dire, ne pas mesurer le poids de l'ESS uniquement à sa contribution en PIB. La contribution de l'ESS dans la résorption des inégalités, dans l'éducation, dans la cohésion sociale, c'est une contribution dans la santé des personnes qui doit être prise en compte. Ce n'est pas juste en nombre d'emplois et en points de PIB qu'il faut mesurer le poids de l'ESS. Et changer les indicateurs, c'est aussi changer notre perception de ce qu'est la richesse. La richesse, ça n'est pas uniquement des biens, c'est aussi des liens. Or, l'ESS crée souvent autant de liens, voire même plus de liens entre les personnes qu'elle ne crée de biens mesurables en points de PIB. Et c'est ça qu'il faut que notre culture accepte de transformer. C'est pour ça que tous ces mouvements venus de l'économie conventionnelle, quand bien même ils sont imparfaits, d'abord, ils challengent l'ESS pour qu'elle soit meilleure, pour qu'elle améliore ses bonnes pratiques, qu'elle serve de référence. Et si elle veut servir de référence, grand bien lui fasse. Moi, je contribuerai à ça. Et ce ne sera pas moi qui dira ou qui dirait à un dirigeant d'une grande entreprise qui veut devenir régénérative alors qu'elle est je sais pas, qu'elle livre des colis, par exemple. C'est pas bien ce que vous faites parce que vous êtes encore, vous avez une structure capitalistique. Commencez déjà par effectivement réfléchir au réemploi de vos colis, à la manière dont vous recyclez, à la manière dont vous calculez vos impacts en termes de gaz à effet de serre. Et tout ça, plus on arrivera à tempérer le fonctionnement de ces entreprises, mieux ce sera globalement. Parce qu'il faut quand même, nous, notre but, c'est pas juste qu'il y ait 10% de gens parfaits, c'est que le modèle pivote. S'il ne pivote pas, on n'évite pas le mur. Donc il faut que ça pivote. Donc, pardon de le dire, là, l'enjeu pour les acteurs de l'ESS, il n'est pas juste de se sentir bien entre eux, quoi. Parce que, bon, c'est sympa, mais ça ne suffira pas à éviter les problèmes.
Alors Laura, du coup, c'est toi qui as la question de la fin, pour terminer sur une note peut-être un peu plus positive. Tout à Ouais, fait. c'est pas négatif, ce que je veux dire. Non, du tout. Mais bon, voilà, c'est des sujets de fond impressionnants. Tout à fait. Pour conclure, enfin, est-ce que l'ESS peut réenchanter la politique auprès des jeunes dans un contexte de crise démocratique, selon vous? Je pense qu'il ne faut pas attendre de l'ESS qu'elle réenchante la politique. Chaque fois, on cherche le... Moi, je vais vous dire, je vais prendre le sujet inversement. Je pense que... Pardon de faire une toute petite parenthèse politique. J'en ai fait 2 ou 3 quand même. On m'avait posé des questions où c'était compliqué de ne pas répondre. Sauf à dire, oui, ce n'est pas... Bon, bref. Et je pense que si on veut réenchanter la démocratie, il faut que ceux et celles qui, sincèrement, là, dans le cadre des prochaines échéances, s'intéressent à un projet politique pour réenchanter la démocratie, il faut que ceux-là embarquent dès maintenant les causes par lesquelles on se conscientise à gauche, je veux dire, entre guillemets. Le climat, le féminisme, l'antiracisme, ces causes-là qui sont portées aujourd'hui essentiellement par les nouvelles générations. Donc mon sujet, c'est pas de réenchanter. Moi, je vais vous dire, ce qui se passe m'enchante plutôt, hein, moi, comme citoyen. Voir mes 2 filles qui ont 12 et 16 ans m'expliquer des trucs sur la question du consentement, sur le sexisme, sur le droit à disposer de leur corps. Aussitôt, moi je sais pas, moi à 12 ans je joue au foot, quoi. Non mais je cherchais des terrains pour jouer. Et là je vois mes filles, c'est incroyable. Et alors je me dis oui, bon, on me dit oui mais c'est tes filles. Non, pas du tout, c'est pas que mes filles. Je vois, il y a quand même, il est en train de se passer un truc incroyable dans les nouvelles générations d'adolescentes qui sont des jeunes femmes et qui ont parfaitement ont intégré. Je vois les garçons aussi qui quand même bougent, en tout cas dans cette génération. Donc ce qui se passe là, moi, me réjouit. Et donc mon sujet, c'est pas de réenchanter des gens qui... Alors, des fois, ils sont pas... Je me rends compte que des fois, ils me disent, oui, quand même, ce que vous nous laissez, vraiment, vous êtes des salauds. Et donc, mais je vois bien qu'il y a un poids qui pèse sur cette génération, ces générations, mais je trouve ça réjouissant. Donc, j'ai le sentiment que la pire des choses, ce serait de faire l'impasse sur ces mouvements-là en considérant qu'il revient à ma génération de dire comment réenchanter la politique. Voilà, parce qu'au bout du compte, si on avait su comment le faire, on l'aurait fait. Manifestement, ça n'a pas tellement bien marché pour ce qui concerne ma génération. Donc moi, je préfère me réjouir de ce que je vois aujourd'hui et qui revitalise le débat, recrée de l'égalité, redonne de la dignité aux personnes, propose des chemins d'émancipation, c'est ça l'essentiel, des chemins d'émancipation, propose des combats collectifs, parle de commun, tout ça, ça m'enchante. Et tout ça, c'est pas parce qu'on a mis un bouquin, ma génération, dans les mains des nouvelles générations qu'elles le font, c'est parce que c'est l'analyse de leurs conditions de vie qui a déterminé les combats politiques qu'ils ont choisis. Et elles ont choisi. Donc, voilà, ma réponse, c'est ça. J'ai plutôt envie de laisser ces mouvements-là s'épanouir et de voir comment, si on nous demande, on peut aider. Et si on ne peut pas aider, on sera ravis d'accompagner à notre place tranquillement. Eh bien, merci beaucoup pour ces échanges. Merci à vous deux, Laura et Justine, pour vos questions.